C'est le début aussi de l'aventure de la construction européenne, quelque part. J'ai l'impression que ça joue aussi. Et il y a un autre argument que vous développez dans le livre, c'est l'argument économique. La guerre, ça coûte trop cher aussi. Alors il y a un autre argument, bien sûr, qui le pousse. Il y a énormément d'arguments qui poussent à cela. Bon, on a parlé de ces arguments, j'allais dire, de civilisation, de politique internationale, bien entendu. Il y a d'autres arguments qui pèsent. Il y a bien sûr l'argument économique. La guerre coûte de plus en plus cher à l'économie française. Bon, ça c'est un poids. Enfin, je donne les chiffres, etc. Je n'y reviens pas. Il y a aussi l'argument de la lassitude de l'opinion publique métropolitaine. L'opinion publique française, on le voit à travers les sondages qui sont effectués et réalisés à cette époque-là, parce que les sondages datent de la guerre d'Algérie, c'est les premiers grands sondages de la Sofres en particulier, et on voit à travers les sondages de la Sofres que l'opinion publique française est majoritairement en faveur de négociations politiques avec les nationalistes algériens. C'est dans les sondages. Donc De Gaulle, qui est le chef de l'État quand même, il a entre ses mains, disons, tous ces sondages, et il existe dans cette société française aussi le fait qu'une grande partie de cette société est une société jeune. On voit apparaître, disons, l'importance, le poids de la jeunesse dans cette société française de la fin des années 50, les baby-boom, qui commence disons, à se voir dans la société française. Et on a par conséquent aussi une jeunesse qui ne veut pas partir en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a, disons, cette grande discussion qui traverse la jeunesse française, la grande obsession, la grande hantise, la grande peur de cette époque-là, dans les familles en particulier, c'est le départ vers l'Algérie. On le voit par exemple, cette peur, ou cette obsession, cette hantise, à travers par exemple des films qui sont tournés à cette époque-là, enfin en 60, 62, 63, sur l'Algérie. C'est par exemple, je pense à un film comme Cléo de sa cassette d'Agnès Varda, qui est l'histoire de ce soldat qui a peur de partir en Algérie, bon, etc. Ou même plus tard, dans le film en 63, 64, Les Parapluies de Cherbourg, ce soldat c'est le thème central du film Les Parapluies de Cherbourg. Donc je prends ces exemples-là, mais il y en a d'autres dans le cinéma de cette époque, ou dans la littérature, etc. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de sortir de tout ça, une grande lassitude de cette guerre. Parce que la France est en guerre, grosso modo, depuis 1939. 39, la Seconde Guerre mondiale, 40, la défaite, la résistance, la guerre d'Indochine, qui démarre tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, en 1946. Donc vous avez la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, et tout de suite après la guerre d'Algérie, pratiquement vous avez des gens qui se retrouvent dans des situations de guerre depuis presque 25-30 ans. Donc il y a une certaine lassitude de l'opinion publique française sur la conduite de cette guerre. Mais à contrario, pardonnez-moi, vous parlez de la guerre d'Indochine, il y a un certain nombre de militaires qui étaient en Algérie, qui avaient perdu la guerre d'Indochine, et pour eux, ça a été un traumatisme. Donc perdre à nouveau une autre guerre, pour eux, c'était impensable. Alors ça fait partie des gens qui, dans l'opinion publique française, effectivement, sont les partisans de l'Algérie française et ne veulent pas que, disons, des négociations ou de l'autodétermination, etc. Il y en a, bien entendu, et on verra dans ce que je disais tout à l'heure, à partir du 16 septembre 59, la guerre, elle va effectivement se déplacer quelque part. Bon. Et effectivement, il y a une armée française au combat, à cette époque-là, qui pense qu'elle a entre les mains la possibilité de la victoire sur le terrain, la victoire militaire, et notamment dans l'année 59, c'est l'opération Chal, enfin, Émeraude, etc., enfin, toutes les grandes opérations militaires qui se déploient comme une sorte de rouleau compresseur sur l'ensemble de l'Algérie dans toute l'année 1959, et qui a pour objectif de casser véritablement, physiquement, les kativas de la LN. Et donc c'est une guerre absolument terrible, ça on l'a oublié, c'est que la conduite de la guerre sous le général de Gaulle avec le plan Chal a été plus terrible que sous la 4e République. Bon, mais comme on a gardé effectivement l'image de Gaulle décolonisateur, etc., on a oublié que la guerre a été beaucoup plus importante et beaucoup plus terrible sous De Gaulle, notamment dans l'année 59, qu'auparavant, par exemple en 57, etc. Or, elle a été absolument terrible, la guerre en 59, et il y a par conséquent une armée qui pense qu'elle tient la victoire entre ses mains. Elle a la victoire. Mais De Gaulle, lui, on le sait, n'est pas simplement un militaire, c'est un politique, c'est un homme politique. Et donc il sait aussi que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, mais il sait aussi que les choses ne se joueront pas exclusivement sur le terrain militaire, elles se joueront sur le terrain politique. Donc l'armée est contre, effectivement.
L'armée veut poursuivre cette... Je parle de la hiérarchie militaire, je ne parle pas des appelés, bien entendu, je parle de la hiérarchie militaire. Cette armée, elle pense qu'elle a la victoire à la portée de la main, elle ne veut pas lâcher la proie pour l'ombre, elle pense qu'il faut continuer la guerre. Donc il y a ça. Les Européens d'Algérie, dans leur immense majorité, sont partisans de l'Algérie française, bien entendu. Ils ne pensent absolument pas à une quelconque séparation entre l'Algérie et la France. La France est là depuis 130 ans. Il y a 1 million d'Européens qui vivent en Algérie. Et bon, pour eux, le cours des choses sur le plan historique ne peut pas changer, ne peut pas évoluer. Donc on a là au moins deux pans de la société française à cette époque-là, l'armée et les Européens, qui sont très engagés pour la défense de l'Algérie française.